Catherine Bassirani, donc je suis vice-présidente internationale égalité à l'Université d'Angers. Et donc je suis accompagnée de Christian Robledo, qui jusqu'à il y a un an pile était président de l'Université d'Angers. Sachant que maintenant c'est Madame Françoise Grelot, que vous avez vu pour ceux qui étaient là tout à l'heure à l'inauguration. Donc je voulais juste dire un petit mot d'introduction donc au titre qui est le mien pour représenter aussi la présidence et la vice-présidence, en disant que d'abord j'étais très heureuse d'être ici, de voir tout le public présent et les personnes présentes. C'est assez émouvant de voir combien effectivement ces thématiques attirent beaucoup de monde, et on a notamment un mois du genre aussi qui est complet déjà quasiment. Donc voilà, ça va permettre avec cette table ronde d'ouvrir un temps de réflexion et d'échange autour du projet qui est soutenu par l'Université d'Angers depuis 2022, qui avait été annoncé le 8 mars 2023 aux côtés de l'association La Fameuse pour donc la création d'un musée des féminismes au sein de notre établissement. Donc avant de commencer, je voudrais souligner que cet événement s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui du mois du genre, donc qui a commencé lundi dernier et qui continuera jusqu'au 21 mars, et également dans le cadre plus large de l'engagement en matière d'égalité, diversité et inclusion, qui sont les valeurs que j'ai l'honneur de représenter à travers la mission égalité et qui guident notre action quotidienne pour transformer notre université en un lieu qui soit plus juste, plus équitable et plus accueillant pour toutes et tous. Donc l'égalité dans sa dimension au sens large, c'est vraiment l'idée de permettre à chaque individu, sans distinction de genre, de race, d'orientation sexuelle, de croyance ou tout autre aspect personnel, d'évoluer dans un environnement où il ou elle peut pleinement s'épanouir. Et l'inclusion, quant à elle, va au-delà encore de l'idée d'égalité en cherchant à créer un environnement où chacune et chacun se sentent valorisés et respectés, intégrés dans la communauté universitaire. Donc au sein de notre université, la mission égalité que nous portons, avec une équipe de chargés de mission et de référents et référentes, œuvre chaque jour pour lutter contre les discriminations, qu'elles soient sexistes, racistes ou envers toute forme autre d'exclusion, comme le handicap par exemple. Donc on s'appuie sur plusieurs actions concrètes, des formations, des dispositifs de prévention contre les violences sexuelles et sexistes par exemple, la mise en place et le suivi d'un schéma directeur du handicap, ainsi que la promotion aussi de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc c'est dans ce cadre que la question d'un musée des féminismes va trouver toute sa résonance. En effet, les musées ne sont pas simplement des lieux de mémoire ou de célébration, mais également des espaces éducatifs, des outils pour sensibiliser et éveiller les consciences. Un musée des féminismes aurait toute sa place donc ici, pour permettre d'approfondir la réflexion collective sur les avancées, mais aussi les défis qui restent à relever pour parvenir à une véritable égalité entre les femmes et les hommes, en incarnant une manière concrète et visible pour valoriser la contribution des féminismes à notre histoire, donc à travers les historiennes et historiens qui travaillent au sein de notre établissement, tout en offrant un lieu de discussion et de questionnement sur les enjeux actuels de la société et de l'égalité dans notre société. Donc à travers cette table ronde, nous allons pouvoir explorer ensemble les enjeux qui sont liés à ce projet de musée, son rôle potentiel au sein de notre université et comment sa création peut devenir un véritable levier pour renforcer notre engagement en faveur de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion. Donc je vous remercie tous pour votre présence ici à la table ronde. Donc Christian va vous présenter. Je suis impatiente de partager avec vous les échanges et également avec toute la salle qui pourra, comme dans la table ronde précédente, proposer donc ses idées, échanger pour que tout le monde puisse contribuer à ce beau projet. Donc je laisse la place à Christian. Merci Catherine. Alors, je ne suis pas Philippe le Riche, vous l'aurez deviné, Catherine vient de le préciser. Alors, elle a dit que j'étais ancien président de l'Université d'Angers, c'est vrai aussi, mais ce n'est pas ce titre-là que je suis avec vous à la tribune cet après-midi. Il se trouve que je suis aussi le trésorier de l'association Afémuse, et j'ai pris la suite de Damien qui est parmi nous, qui lui avait la responsabilité de collecter l'argent, et la mienne, c'est aujourd'hui de le dépenser. Alors, j'ai
à dessein, décidé de ne pas aller visiter l'exposition avant aujourd'hui, parce que pour moi, l'exposition, c'était des chiffres. Évidemment, je suivais le projet dans le conseil d'administration, mais c'était des chiffres. Et de voir, là, aujourd'hui, de quelle manière, derrière ces chiffres, il y a une réalité magnifique, et bien aussi, ça fait aussi une petite émotion suscitée par d'autres, vous voyez, une autre dimension, au-delà du sujet, bien évidemment, qui fait l'objet de cette exposition. Alors, mon rôle, c'est aussi de vous présenter les personnes qui sont à la tribune. Donc, je vais vous les présenter. Je les connais par ailleurs, mais je ne veux pas faire d'erreur dans leur courte biographie qui nous est proposée. Donc, il y a Géraldine Gourbe, qui est ici au milieu, qui est enseignante, qui est philosophe, et elle enseigne aussi à l'École supérieure d'art et du design d'Anne, mais sur le site d'Angers plutôt. Et elle est membre évidemment aussi du CA de la. À sa gauche, il y a Elisa Mignan, qui est masterante en politique et gestion de la culture en Europe à l'Université Paris, et chargée de projets culturels en alternance à la vie de Saint-Marc-des-Fossés. Et elle est membre aussi du CA de la FEMI. Et juste à ma gauche, Anne Ravard, qui est consultante et spécialisée en stratégie économique de la culture, qui intervient sur de nombreux projets de culturel, et elle nous a rejoint cette année. Elle ne fait pas encore partie officiellement du CA, mais bientôt, et en tout cas, elle va nous accompagner sur le projet du musée des féministes. Ça me permet donc de rebondir sur le sujet de cette table ronde, le musée. Je ne dévoile pas les questions, je fais un peu du teasing, je vais essayer de le dire tout de suite, mais ça me permet aussi de rejustifier, je dis que j'étais là en tant que trésorier de la FEMUSE, mais pas que quand même. Parce que je me rappelle, en 2021, j'ai eu l'occasion de venir ouvrir un colloque ou séminaire, c'est un colloque sur les 20 ans du Centre des archives du féminisme, ici à l'Université d'Angers, juste après d'ailleurs, à la bibliothèque. De Belbène, et Christine était venue me voir avec Nathalie Collot, la directrice de la bibliothèque, et elle me dit « Ah, ça serait bien quand même que l'on ait un musée des féminines à Angers pour justement montrer aussi, faire savoir, partager toute la richesse qu'il y a dans ce centre des archives. » Je leur ai dit « Bah ouais, si j'étais un petit peu séduit par la richesse de tout ce qui était... tout ce qui avait été échangé pendant la journée, j'ai dit, ok, on y va, si vous me dites où on peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'avais pas de mètres carrés disponibles pour déployer ce type de projet. Et un an et demi après, les personnes viennent me voir, me disent, ça y est, on a trouvé un endroit, à l'occasion de la rénovation de la bibliothèque où a lieu aujourd'hui l'exposition, il serait possible de faire un musée. Banco, on y va, donc... Et c'est ça ensuite qui a enclenché la matérialisation de ce projet. Certes, c'est quelque chose de longue haleine, mais en fait, c'était quand même le principe au départ. Donc, avec quand même une interrogation perpétuelle, c'est-à-dire, un musée à peu près, on voit tout ce que ça peut être, mais ça peut prendre quand même des dimensions qui sont extrêmement différentes, et c'est un petit peu l'objet de cette table ronde où, alors, il y a plusieurs sujets que l'on pourra aborder. Alors, je ne vais peut-être pas faire comme Patrice qui a posé une question et puis après, on n'avait plus le temps d'aborder les autres. Donc, moi, je vais vous proposer les sujets que l'on pourrait aborder et vous saisirez le sujet qui vous paraît le plus intéressant ou qui suscite chez vous une interrogation particulière. Et je fais la même remarque aux intervenants à la tribune. Donc, voilà, le premier sujet que l'on pourra aborder, c'est quels pourraient être les enjeux d'un musée consacré au féminisme. Quelle collection pourrait-on valoriser? Où peut-on imaginer ce type de musée? Nous, on l'a imaginé au sein de l'université. Ce n'est pas le seul lieu auquel cela pourrait avoir lieu. Enfin, pour nous, il faut que ça soit Angers.
Vous pouvez le faire où vous voulez, comme vous le faites, mais à la fin, il faut que ça soit quand même à quel public doit-on s'adresser? C'est une limite. Il y a quelques idées, là aussi, au départ, sur l'étendue du public que l'on pourrait adresser. Et au bout du bout, c'est la forme idéale de ce type de musée. Quel musée, finalement, sur ce sujet-là, auquel pourrait-on rêver? Donc voilà, il y a plusieurs sujets que l'on pourrait adresser. En une heure, c'est difficile de tout aborder d'une manière extrêmement détaillée. Mais les personnes qui sont sur la tribune peuvent maintenant débuter la discussion en lançant quelques perches au public. Qui veut débuter? Allez, moi je me lance, je prends la parole. Je trouve que cette idée de monter en puissance des archives du féminisme ou des féminismes à un musée des féminismes, c'est d'une réjouissance et d'une excitation hors norme. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ces formes de réjouissance. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Ludivine, c'est vraiment un phare dans la nuit. Et en fait, on a vraiment toutes et tous envie de contribuer à l'édification de ce musée. Aujourd'hui, j'étais assez émue parce que j'ai trouvé que cette exposition, les femmes dans la rue, c'est vrai qu'on en parlait entre nous, mais bon, on ne l'avait pas vraiment encore vu, c'est tout le charme des expositions, c'est des longs mois de recherche et de réflexion, et puis à un moment donné, la chose apparaît et nous frappe, nous frappe par son apparition et son existence. Et ce qui m'a mis en réflexion ce matin en visitant l'exposition, c'est, je crois, la conviction que j'ai en cette capacité de ce musée des féminismes à porter des imaginaires politiques féministes. Notamment sur 2 points qui semblent assez exemplaires pour moi et remarquables aujourd'hui. C'est cette capacité à prouver que, oui, les femmes peuvent être dans la rue, on a parlé beaucoup de l'espace public tout à l'heure, mais elles ont une capacité à s'organiser et à s'auto-organiser, ce qui répond peut-être aussi à nos frayeurs à venir, c'est que ce pouvoir, il est là, il a existé et il va encore exister. Et c'est très important parce que moi, quand j'ai fait ma thèse sur une histoire contre-culturelle des années 60 en Californie, c'est un groupe de femmes qui cherchaient à constituer une école d'art pour des femmes. Et on leur refusait des espaces parce qu'en tant que groupe de femmes, elles n'étaient pas légitimes. Et donc je pense que cette capacité à montrer qu'on peut être plusieurs dans l'espace et on peut être massivement dans l'espace, c'est ce qui est montré dans les photographies par exemple autour des suffragettes de New York, qui moi m'ont vraiment interpellée, ces espèces de marches massives des femmes dans l'espace public, eh bien, font que ça crée un espace-temps dans l'imaginaire et que ça porte. Et que ça porte pour plusieurs, j'espère, plusieurs années et plusieurs décennies. Donc voilà, c'est ces failles qu'à un moment donné font émerger ces archives, ces représentations, et qui vont, j'espère, enfin en tout cas moi je suis convaincue, nous permettre, par cet imaginaire qui est là, qui est présent, nous mettre en action. L'autre chose que je trouve assez fondamentale dans cette édification du musée, c'est la fragmentation du sujet. Souvent, la question des manifestations des femmes est une espèce de catégorie, sous-catégorie dans une exposition. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes allé voir à Paris l'âge atomique au musée d'art moderne. Bien, vous avez toute une chronologie autour de l'édification, les croyances autour du nucléaire, et puis à un moment donné, les mouvements anti-nucléaires, et puis dans cette sous-catégorie, les luttes des femmes dans l'anti-nucléaire. Donc, la présence des luttes des femmes et des questions féministes est souvent, on va dire, quand même encore souvent relayée, mais elle est relayée à une sous-catégorie, donc à une fragmentation de sa représentation. Ce que j'ai trouvé fascinant ce matin, c'est qu'on avait une continuité dans la représentation de ces luttes des femmes. C'était plus à un moment donné dans une petite salle avec 3 photos. Non, là c'est un flot d'archives qui se déploie sous nos yeux. Donc moi j'ai
j'ai l'espoir et j'ai l'envie de croire qu'on va pouvoir continuer à expanser cet imaginaire et que ça n'est que le début et que ce début va pouvoir se déployer avec beaucoup plus de force, de puissance et on va dire de cap et de perspective. Voilà. Bonjour. Alors moi je vais répondre peut-être un peu à deux questions en une. Je pense que l'un des enjeux également de ce musée, ça va être envers les publics auxquels il va parler, quel public il va parler. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir ce musée, aussi bien pour les personnes qui sont initiées au féminisme, parce que moi je me considérais comme quelqu'un qui sait un petit peu ce que c'est que le féminisme, en tout cas qui s'y intéressé. Et en fait, on en apprend toujours beaucoup. Et aujourd'hui, il y a énormément d'archives que j'ai découvertes, que j'ai vues pour la première fois, et qui m'ont fait me rendre compte d'autres luttes, de combats, de ce que certaines personnes pouvaient mener. Là, je vois une archive juste à côté de moi, peut-être que vous allez en parler. Donc, je pense que certaines archives vont être discutées en plus tard, mais voilà, des archives de certaines grandes figures en fait, dont on pensait peut-être pas tout connaître, mais connaître une grande partie des luttes, et finalement il y en a encore d'autres, des secrets dans toutes ces archives, et puis également aux non-initiés, parce que je pense que il y a plein de personnes également qui aujourd'hui continuent de ne pas savoir l'histoire des féministes, de nier celle-ci également, de penser, voilà, ça m'est déjà arrivé d'être face à des personnes qui me disent que c'est bon, on a l'égalité des hommes et des femmes, ça sert plus à rien le féminisme, on y est quoi. Bon, on n'y est pas du tout en fait, et je pense qu'un tel musée c'est important pour montrer quel est le chemin qui a été parcouru, parce que ce chemin parcouru montre aussi tout le chemin qui reste à parcourir, et celui dans lequel nos luttes aujourd'hui se positionnent. Alors moi je suis assez peu légitime pour parler des rêves parce que je viens juste de rejoindre le projet en accompagnement et je suis consultante en stratégie et en économie, donc je parle peut-être d'un point de vue qui est un petit peu différent. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que le musée, c'est vraiment, je suis spécialisée en musée, c'est vraiment un objet qui permet de transmettre de la connaissance différemment et qui est vraiment une manière d'apprentissage qui diffère de l'école. Et vous parliez, je crois, madame, tout à l'heure, du mot validisme, pareil, ce mot-là, en fait, je ne le connaissais pas. Le musée, c'est vraiment une manière d'aller diffuser des concepts, d'aller expliquer les choses différemment. Et il y a quelque chose qui est aussi important, c'est que ce n'est pas juste un lieu d'apprentissage, c'est vraiment un lieu sensible et un lieu de convivialité. La dernière enquête Patrimostat 2023, donc qui est l'enquête du ministère de la Culture sur la fréquentation des lieux de culture, elle montrait que le premier bénéfice que retiraient les visiteuses et les visiteurs des musées, c'était la convivialité, avant le fait d'apprendre. C'est ça qui est d'abord retenu, en fait. C'est l'expérience sensible et l'expérience conviviale de visiter quelque chose et d'apprendre ensemble. Donc c'est vraiment une manière aussi assez joyeuse, ce qui fait écho aussi à ce qu'on disait dans la table ronde d'avant, une manière assez joyeuse d'apprendre. Donc le musée comme objet à la fois de patrimonialisation et de légitimation d'un propos, mais aussi une manière joyeuse d'apprendre. Et je trouve que du coup, ce modèle de musée, ce musée qu'on appelle de nos voeux ici, et que j'espère que je vais vous aider à faire advenir, c'est aussi une manière de transmettre ça de façon assez simple, accessible et de façon heureuse. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport au public, qui est un point important, moi je pense qu'il faut avoir une grande ambition pour ce musée. Je pense qu'on peut être modeste et frugaux dans la manière de le mettre en œuvre éventuellement à court terme. Bien sûr, on est réaliste, mais qu'il faut avoir une grande ambition. C'est un sujet qui a une portée nationale. C'est un sujet qui est éminemment touristique. Alors j'enseigne à l'Estua, donc je vais parler de tourisme. Pas touristique au sens où ce seraient des visiteurs en tongs qui viendraient voir le musée après avoir été à la plage. Mais touristique au sens où, en fait, dans cette salle, je pense que une bonne partie des gens sont des touristes aujourd'hui. Être un touriste, c'est se déplacer et passer la nuit en dehors de chez soi. Ce musée, il est touristique parce que c'est une portée nationale et donc on se déplacera pour venir le voir et donc on passera la nuit en dehors de chez soi. Et donc, on doit absolument intégrer cette dimension-là, la dimension touristique. Comment est-ce que je parle avec les touristes, comment je fais venir les touristes, comment est-ce que j'organise un déplacement touristique, parce que c'est ça qui va se passer. Moi, j'en suis persuadée. Alors, de quoi pouvons-nous rêver sur ce musée? Est-ce qu'il y a des propositions? Donc, on continue sur la table. Donc, Julie, Christine.
compris, on pourrait partir sur c'est quoi le féminisme, mais on doit aussi se demander c'est quoi un musée et quel est le genre de musée qu'on souhaite nous construire. Et ça suppose de connaître des modèles inspirants. Donc on peut s'appuyer sur un rapport de Julie Bott, qui a commandé sur les musées de femmes dans le monde, par exemple. Ça serait une voie possible. Il y a plein de renseignements aussi à prendre sur de beaux modèles. Le musée d'histoire de l'immigration, par exemple, qui est remarquable. Et notre séminaire, il sert à ça, à réfléchir à féminisme et musée, musée et féminisme, de faire intervenir des gens et d'être dans le dialogue pour chercher aussi. Bien sûr que nous, on a des rêves, on a des idées, mais il y a aussi beaucoup de choses belles qui existent et dont on peut s'inspirer. Donc, quel genre de musée faut-il un parcours permanent? Faut-il un lieu physique? Moi qui m'occupe de Muséa, un musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre depuis 20 ans, je vois bien les limites quand même d'un musée virtuel, même s'il y a la gratuité, il y a une diffusion possiblement mondiale, surtout que ça devient un musée plurilingue, mais quand même, l'expérience là qu'on vit par exemple là maintenant ensemble, la convivialité dont tu fais bien de parler, c'est essentiel. Et après le Covid et dans l'état actuel de notre société, c'est plus que jamais nécessaire de se rencontrer en vrai et d'être face aussi à des documents authentiques. Voilà. Je ne vous fais pas la démonstration sur l'importance de la vérité, de l'authenticité. Donc, où on en est dans notre réflexion, c'est pluriel, malheureusement on est souvent pris dans des histoires d'argent, de structuration, donc on ne prend pas toujours le recul dont on aurait besoin pour rêver, mais finalement la thématique de cette affaire, c'est le rêve, de quoi on rêve. Alors moi je vais vous dire de quoi je rêve. C'est quoi un musée des féminismes pour moi? C'est déjà avoir une belle collection, parce que c'est quand même le b.a.-ba d'un musée. Un musée sert à protéger et à constituer, à accroître une collection diversifiée, avec de l'art. Parce que finalement, quand on s'intéresse au féminisme, il y a d'un côté le côté politique et social, et de l'autre le côté culturel, artistique. Non, il faut tous les types de documents pour bien faire et bien transmettre l'histoire des féminismes. Et là, on vient de vivre une expérience très chouette avec la FEMUSE, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir et Archives du féminisme. Donc on était 3 associations et pendant une année, on a fait une collecte qu'on a appelée la récolte féministe. Donc il y a eu des dons d'objets, banderoles, pins, t-shirts, etc. 300 en tout. Souvent accompagnés de petites vidéos pour expliquer l'histoire de l'objet, parce que sinon c'est difficile d'en faire l'histoire et de le présenter d'une manière agréable et instructive. Et on a ainsi enrichi la collection des objets du Centre des archives du féminisme. Il y en avait déjà 300 au fond, dans les quasiment 100 fonds d'archives qui sont juste à côté. Il y a déjà 300 objets. On parlera des objets tout à l'heure dans une autre, je ne vais pas développer plus, mais voilà, des objets et une bonne documentation autour de ces objets, et aussi des archives de l'imprimé et des livres. Le livre est tellement essentiel dans l'histoire du féminisme. Souvent, la prise de conscience féministe passe par une lecture. Donc, il ne faut pas oublier tous ces livres qui peuvent jalonner l'histoire des féminismes. Alors, pour moi, donc, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas l'impression que le musée est forcément à naître dans quelques années. Moi, j'ai l'impression de le vivre déjà depuis 2 ans et demi, le musée des féminismes. Il se passe des choses, on est ensemble, on réfléchit, on crée, on a une première expo, on va avoir une deuxième expo l'an prochain. On a plein d'idées, faire des présentations d'œuvres dans des musées, travailler avec d'autres structures. Voilà, donc il y a déjà quelque chose qui est en route, on peut appeler ça préfiguration. Mais moi, je ne serais pas du tout hostile à ce qu'on appelle ça, donc c'est déjà musée des féminismes, même si on n'a pas encore la chose classique qui est un bâtiment avec tout ce que ça veut dire, beaucoup d'argent, du personnel, la sécurité, des tas de questions matérielles à régler. Donc,
voilà ce que j'avais envie de dire essentiellement, que le musée, ça se vit aussi à travers la médiation. Et une des choses très très importantes là dans les 4 mois à venir, c'est les visites de groupe de l'exposition et notamment de scolaires. Hier, Julie et moi, nous avons parlé de l'exposition à l'association des professeurs d'histoire-géographie. Voilà, on compte sur eux et elles pour venir avec les élèves combler une lacune des programmes scolaires. Voilà, on ne parle pas du féminisme. Je vois des jeunes qui disent oui, bah oui, on n'en parle pas, quoi. C'est pas présent dans la transmission de l'histoire chez les moins de 18 ans. Et même à l'université, c'est quand même assez inégal. Donc transmettre cette histoire à travers des médiations et des interactions avec des jeunes et ne pas négliger Muséa quand même, la transmission et la circulation de nos expositions et enfin la programmation culturelle. Finalement, cet événement cet après-midi, c'est déjà un début de programmation culturelle à l'occasion de l'exposition. Et on a déjà quelques événements sur les 4 mois à venir, on en aura peut-être d'autres. Et on voit qu'il y a un besoin, et puis c'est tellement agréable aussi d'inviter des artistes, des photographes, des historiens, des historiennes. Enfin, c'est très varié, les personnes qu'on peut inviter. Des films débats, enfin on a tellement de possibilités pour faire des rencontres à l'occasion de cette exposition et puis de celles qui suivront. Donc voilà pour moi ce que c'est le musée. Moi je suis parfaitement d'accord avec ma coprésidente et j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est peut-être quelque chose sur l'idée, la question de Christian, les publics. C'est vrai que c'est un enjeu. Un musée, ce n'est pas seulement donc écrire des articles universitaires, ce qu'on fait dans notre quotidien d'enseignante-chercheuse, c'est imaginer un lieu et des conditions de transmission différentes de ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait des recherches sur l'histoire des femmes, du genre et des féminismes. Et je crois que c'est là, on parlait tout à l'heure de monter au carré. Finalement, imaginer un musée des féminismes quand on est historienne des femmes et du genre, c'est imaginer un lieu qui va démultiplier la portée de nos recherches, de nos travaux, de nos publications, qui sont bien souvent des publications un peu confidentielles. On écrit des articles de recherche, on publie des livres, mais peu de gens, finalement, les consultent, les lisent et les citent. Donc l'idée d'imaginer ce musée, c'est aussi imaginer l'extension, la démultiplication des publics que l'on pourrait toucher. Et pour revenir sur ce que disait Elsa, il me semble que dans ce futur projet, et vous nous direz ce que vous en pensez, on peut avoir vraiment 2 publics qui vont à un moment se rencontrer. Le premier, c'est le public féministe. On le sent, ce projet de musée, il a suscité une adhésion enthousiaste de la part des féministes qui y voient un projet nécessaire, urgent, même un peu en retard, sur ce qu'on aurait pu imaginer. Et donc il y a l'idée de fédérer des énergies, d'écrire une histoire et de partager cette histoire sur la longue durée, et donc d'en faire un lieu qui est peut-être un petit peu, en partie, un lieu mémoriel aussi, et un lieu de conservation et d'exposition. Donc c'est un musée pour les féministes. Mais c'est aussi, et peut-être surtout à mesure que le temps et notre réflexion avancent, un musée pour le très large public qui, d'une manière ou d'une autre, a encore besoin d'être éduqué à l'égalité. Et donc il y a un projet dans ce musée de participer à la transmission d'une culture de l'égalité, participer aussi à la réduction, à la lutte contre les inégalités, à la réduction des inégalités, et donc d'avoir, par une action culturelle, par des expositions et par tout un entraînement, un cercle vertueux autour du musée, de ses réseaux, de ses collaborations nationales et internationales, quelque chose qui va participer à la construction d'une culture de l'égalité. Donc je pense qu'en termes de public, il faut qu'on pense extrêmement large, avec beaucoup d'ambition. Des réactions dans le public? Il y en a plusieurs, oui. Oui, sur cette idée d'initié et non initié, c'est effectivement tout à fait ce qu'on attend qu'on soit féministe, qu'on ne le soit pas.
et je rebondis sur la notion d'imaginaire d'un espace-temps, ce qui me paraît très beau, et ça me semble aussi très dangereux. Parce que mon propre imaginaire de ce que j'ai vécu, j'ai 75 ans, de ce que j'ai vécu en tant que féministe en mai 68, mon propre imaginaire, il a été complètement transformé par le travail des historiennes qui regardent ce que moi j'ai vécu et qui en savent plus que moi sur ce que j'ai vécu. Et ce que j'en entends dire maintenant sur la libération des mœurs, etc., à cette époque-là, ça m'effare, parce que c'est tellement faux qu'il faut vraiment, effectivement, des musées, des historiennes, des médiatrices, des médiateurs pour faire passer ça. Et vraiment, moi, c'est ce que j'attends d'un musée comme ça. J'attends ça avec tout public et avec des expositions brèves, renouvelées et transposables. Enfin, pas transposables, voyables. Merci à toutes. Je voulais intervenir. Ça marche. Juste pour rebondir sur ce qui s'est dit à propos du projet. Déjà, savoir la forme du musée, sociétique, etc. Mais moi, je pense que effectivement, l'idée d'une expo permanente est quand même agréable parce que ça permet, quand on monte une expo temporaire, d'avoir quelque chose à montrer. Et je trouve, par exemple, que comme expo permanente, celle-ci, à peu près celle-ci, serait idéale puisqu'en fait, elle annonce en fait vraiment tout et qu'à partir de là, on peut décliner des expos temporaires qui ont trait ou non, je vais inscrire dans le parcours permanent. Mais en fait, le parcours permanent, cette exposition de préfiguration, c'est ce qui justifie ce musée et les nécessités des expositions qui peuvent graviter autour de la question des femmes, du féminisme et du genre. Donc, c'est peut-être un parcours permanent pour expliquer que les femmes sont présentes dans la rue, sont présentes au jour le jour. Et voilà, peut-être que ça peut être une expo, quelque chose qui sert de parcours permanent pour expliquer l'histoire des femmes avant que d'illustrer par des expos temporaires des thématiques très différentes. Ça peut être des thématiques purement artistiques, purement historiques sur un sujet. Enfin, voilà. Mais je pense que vous y avez pensé. Oui, tout à l'heure, vous parliez de sous-catégorisation des mouvements de femmes dans l'exposition L'âge atomique, où à un moment, il parle d'écoféminisme et de lutte antinucléaire. Et donc, en fait, il y a eu un mouvement féministe qui était très puissant en Europe et aux États-Unis dans les années 70. Et après, il y a eu les années 80, les années 90, le début des années 2000, où moi j'étais étudiante et où j'entendais pas parler particulièrement de mouvements de femmes, mis à part en fait de petites associations isolées. Et après, il y a eu en 2008 Centre Pompidou, et il y avait même des femmes qui avaient peur d'y être exposées parce qu'elles avaient peur d'une ghettoisation en fait, voilà. Et alors, comment on peut nommer cette période? Parce qu'en fait, je trouve que c'est intéressant de la pointer. Est-ce que c'est un backlash? Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre 70 et entre la fin des années 2000? Voilà. C'est intéressant que vous parliez de elle à Pompidou parce que, en fait, moi, dans les années 2000, il y a eu des moments très importants comme ça qui m'ont permis de me constituer en tant que conscience féministe, on va dire. C'était le livre d'Elisabeth Lebovici et Catherine Monard qui est aujourd'hui ici, donc artiste femme, femme artiste, 1880 à nos jours, qui permettait de figurer. Véronique tout à l'heure parlait de l'absence de figuration au XIXe siècle de certaines autrices ou de certaines femmes révolutionnaires. Et c'est vrai que ce livre m'a permis à un moment donné d'associer des œuvres à des portraits. Ce qui n'est pas une évidence en fait, dans l'histoire de l'art féministe, enfin, avec une approche féministe. Et donc, je pense que ça, c'est une autre des vocations du musée, c'est de pouvoir incarner des parcours. Parce qu'effectivement, des articles, des recherches ne suffisent pas. Il y a quelque chose de l'ordre du sensoriel, il y a quelque chose de l'ordre
voilà, de la rencontre, ce qu'on appelle la phénoménologie du sensible, quoi. La question du backlash, je ne sais pas si je la poserai comme ça par rapport à une histoire de retour en arrière. Je dirais qu'il y a eu des jalons. Il y a eu des jalons pour que Elle à Pompidou existe. Il y a eu des jalons américains, hein, pour qu'il y ait à Elle à Pompidou. Il y a eu Wake au Boca, Los Angeles quelques années avant. Il y a eu Global Feminism. Il y a eu des grands mouvements. Moi, j'ai participé à une expo assez importante qui s'appelait Les Amazones du Pop il y a 7 ans, qui a mis en avant tout un corpus de femmes, de pop artistes qui n'existe absolument pas dans l'histoire du pop art, et qui, grâce à cette exposition, ont pu rentrer dans des collections publiques. Donc on voit quand même que ces expositions, elles sont un levier assez formidable ensuite dans la manière dont on peut préserver les œuvres d'art et les faire rentrer dans les collections publiques, parce que ça c'est une force très importante, hein, faire rentrer les œuvres de femmes artistes dans les collections publiques et qu'elles y restent et qu'elles soient pérennes, c'est franchement voilà, c'est un acte assez important politiquement. Et puis, il y avait l'exposition aussi, à ce moment-là, à Pompidou, Elles font l'abstraction, et puis il y avait d'autres expositions au musée du Luxembourg. Et très vite, en fait, il y a eu un backlash direct, c'était pourquoi y a-t-il autant d'expositions sur les artistes femmes en une année, en quelques mois. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement de surgissement, il y a un mouvement d'avancement, effectivement, il y a une émanation critique. Est-ce que pour autant c'est un retour en arrière total? Je ne le pense pas. Je pense que ça va être toujours de faire face à des critiques et face à cette question qui est en fait inlassable, est-ce que le féminisme est universel? Enfin, moi, quand j'ai commencé mes études, c'était toujours le contre-argument. Tu ne peux pas évoquer le féminisme, ce n'est pas une question universelle, ce n'est pas une position universelle. Donc ça, je pense que c'est une dialectique, c'est vraiment une réflexion tout le temps à avoir. Et effectivement, dans le cadre de l'édification d'un musée, ce sera des outils de médiation à mettre en avant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et sur la question des imaginaires, je trouvais que c'était vraiment important, votre témoignage. En Californie, ils ont monté tout un mouvement de femmes artistes où effectivement ils avaient le même sentiment que vous, d'appropriation de leur histoire d'artistes et de leur histoire, on va dire, de production d'œuvres. Et en fait, il y a eu un moment qui s'appelait Pacific Standard Time en 2012, c'était pas il y a si longtemps. Et en fait, ils ont fait le Her Story, c'est-à-dire que les femmes qui ont participé au mouvement artistique de l'époque ont constitué leur propre histoire en collaborant avec des historiens et des historiennes. Donc il y a une histoire qui s'est tricotée à plusieurs voix pour faire justement rencontrer les imaginaires. Donc peut-être que c'est aussi une piste méthodologique pour de futurs projets. Juste. Ah, moi, je suis d'accord. Alors, tout d'abord, merci véritablement pour votre enthousiasme et votre engagement, parce que véritablement, ça fait du bien. Juste 2 questions rapides. Est-ce qu'il, vous savez s'il y a dans un autre pays un musée des féministes qui existe et qui aurait pu vous inspirer, ou qui pourrait vous inspirer, ou avec lequel vous pourriez avoir des échanges? Et en gros, pour revenir sur l'idée du backlash, est-ce que dans l'époque dans laquelle on vit, qui est un peu terrifiant, est-ce que vous pourriez, ou est-ce que vous avez déjà eu des critiques sur une idée du communautarisme ou du wokisme, puisque c'est véritablement les 2 injures actuelles. Enfin, il suffit d'écouter les médias pour entendre ces 2 mots qui sont véritablement considérés comme des injures. Donc est-ce que vous avez eu des inquiétudes sur l'installation du musée à ce propos, ou non, vous êtes droit dans vos bottes? Oui, je peux répondre simplement déjà pour vous dire que, à la fois oui et non, hein, le musée qu'on rêve de faire n'existe pas. Il n'existe nulle part sur la planète. En revanche, nous avons repéré, notamment grâce à une collègue chercheuse qui s'appelle Julie Bott, dont la thèse était en partie sur cette question-là, nous avons repéré des lieux qui nous semblent des lieux très inspirants. Pour vous donner un seul exemple qui nous a beaucoup marqué et qu'un jour peut-être on ira quand même visiter, il s'agit à Glasgow de la Women's Library, donc la bibliothèque des femmes, qui est aussi un lieu d'exposition, donc elle s'appelle bibliothèque, mais c'est aussi une sorte de musée,
très engagé dans les questions d'histoire des femmes et d'histoire des féminismes, et qui est un lieu accueillant, un lieu de lecture, un lieu voilà, ouvert, avec des expositions régulières. Ça fait partie de la galaxie des lieux que nous avons repérés. Voilà pour la première question. Pour la deuxième, moi je suis d'un naturel optimiste, donc je vais laisser ma coprésidente vous répondre. On ne va pas se laisser abattre. Ni abattre, ni se laisser impressionner. Voilà. Voilà, de toute façon. On ne lâche rien, on ne lâchera rien. L'assise universitaire, moi je trouve que c'est quand même un atout, même si les universités sont aussi très attaquées. Mais bon, ça me paraît être un lieu de toute façon fondamental. Et on est au bon endroit. Enfin, j'ai l'impression, parce qu'il y a deux types de musées. Il y a les musées associatifs et les musées qui sont portés par des institutions assez fortes, notamment des universités, par exemple dans le monde, enfin aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Voilà, ces deux options. Les associations, ça peut être quand même assez fragile. Il y a une dépendance financière, les universités ont aussi de gros problèmes de financement. Voilà, c'est une question un petit peu problématique de toute façon. Je ne sais pas quoi te répondre. Oui, on est confronté à ça, mais alors on continue. C'est bien que vous gardiez cet enthousiasme, c'est rassurant, enfin. Ça fait du bien de vous entendre. Oui, mais viens avec nous. Ne nous laisse pas seuls, c'est un enjeu collectif. Et je sais qu'il y a un peu avec nous. En complément sur votre question, alors je ne sais pas si c'était lié au wokisme ou pas, mais quand on a été présenté le projet des musées au sein de la bibliothèque universitaire à la préfecture, quand on crée ce type de dispositif, on ne le fait pas dans aucun détail, mais voilà, on a commencé à présenter des broches de plans, des choses de cette nature. Mais il y a eu tout de suite une réaction de la préfecture et on ne les appelle plus les renseignements généraux, c'est un autre nom. Je vous dis, mais dans votre projet là architectural, on ne voit pas les mesures de sécurité que vous pensez mettre en place. Et notamment des mesures de sécurité anti-intrusion, anti-vandalisme, etc. Ils ont dit, bon, bien, votre projet, le thème du musée, il n'est pas complètement moderne et il y a des risques à ce que des réactions un petit peu de contestation se manifestent et qui viennent, si ce n'est perturber les expositions, en tout cas essayer de les détériorer. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même voilà, des risques potentiels, et c'est pas pour autant, comme je disais Christine, qu'on a dit « Ouh là là, trop dangereux, on ne fait pas ». Non, justement, quand il y a ce type de réaction, qu'il faut au contraire rester, si ce n'est compatible, ou en tout cas, voilà, de poursuivre la mise en place de ce type de projet, parce que derrière, il y a, et c'est une raison pour laquelle moi je suis extrêmement attaché à ce projet-là, c'est qu'il y a aussi un objectif de transmission. Voilà, et c'est pour ça que c'est bien en lien avec le musée. Un musée, c'est à un moment donné, il y a une activité de conservation. Pourquoi? Pour transmettre. Et donc, c'est ça qui est important, en tout cas à mes yeux, c'est qu'il y ait derrière le médium d'une exposition, qu'il y ait cette volonté de transmission, d'éducation, et à un moment donné aussi de conviction. Et plus le sujet est combattu, plus il faut faire preuve de conviction, et parfois de courage aussi, il faut bien l'avouer. J'ai en tête une exposition au début des années 2000 de Laura Cottingham, féministe lesbienne, qui s'appelait « Combien faut-il de salles féministes pour changer une ampoule ?» En fait, ça mettait
le doigt et avec beaucoup d'humour sur le fait que déjà être féministe, c'est porteur peut-être de l'insulte en face, ou en tout cas de pouvoir effectivement être confronté à une forme d'adversité. Donc il ne faut pas envisager le pire, mais en même temps il faut se dire qu'on ne va pas non plus s'auto-censurer parce qu'il y a des choses qui arrivent. Enfin, je pense que c'est une forme de lucidité à avoir entre le pouvoir de l'action, le pouvoir de la rhétorique, le pouvoir de rassemblement, c'est ce que montre Ludivine dans son travail. Et donc il faut continuer aussi de pouvoir rendre justice et force d'admiration à toutes celles et à vous qui avez été avant nous. Et donc ça c'est une transmission, mais c'est une transmission qui va dans l'autre sens, en amont aussi. Et ça, il faut qu'on puisse le cultiver. Une question dans la salle. Du coup, la question, enfin, toujours étudiant, et elle est volontairement un peu négative, enfin pessimiste du coup, mais vous avez parlé du lien avec l'université, et en tant qu'étudiant justement, je remarque que la place des femmes, des minorités de genre et du féminisme est absente, à part si on choisit les bonnes options, en tout cas en histoire. Et donc, est-ce que ça ne peut pas paraître une forme de dichotomie qui pourrait être un peu du pinkwashing ou quelque chose comme ça, d'avoir ce musée des féminismes en lien avec l'université, mais complètement absent des maquettes d'apprentissage. Bon, si on enlève bien sûr le master sur le genre, etc. Mais en tout cas, la plupart du temps. Et du coup, est-ce que du coup, en disant ça, vous n'avez pas peur que ce soit un peu une forme de transmission du coup qui pourrait être anecdotique, comme qui est toujours utile, mais anecdotique ça relève pas, ça reflète pas ma pensée, hein, mais c'est des questionnements et des limites que je vous pose. Voilà. Moi, je connais pas les maquettes d'enseignement de l'université, mais ça ferait cher le pinkwashing quand même. Non, mais je comprends. Non, mais c'est pas de vous, mais genre d'une perception qui pourrait être faite. Je pense, en tout cas, dans ce que vous dites, ce qui est intéressant, enfin moi, ce que je retiens, mais c'était pas exactement votre question, c'est la question de l'anecdotique. Si on fait quelque chose qui n'est vu que par les étudiantes et les étudiants qui viennent à l'abeille, ce sera effectivement... Ce sera déjà ça, mais ce sera un petit peu anecdotique. Et donc c'est important de pouvoir porter ce projet, de lui donner une certaine ambition, de le mettre à Angers, mais dans ce cas-là de faire à Angers, et peut-être de faire itinérer. On a parlé un peu d'itinérance. Je crois que c'est un sujet qui est très important. Comment est-ce que les expositions, les propos qui vont être créés, ils vont pouvoir circuler? Il y a la circulation, la diffusion numérique qui permet de diffuser largement, mais c'est pas du tout la même expérience. Avoir des expositions qui sont des expositions itinérables, c'est-à-dire qu'on les conçoit dès le démarrage pour qu'elles puissent bouger, et ensuite les faire circuler, ce qui est un vrai projet, avec plusieurs modalités. On peut avoir des expositions itinérantes qui sont des petites expositions, qui sont modestes, qui sont sur des formats panneaux, qui du coup sont très mobiles. On peut avoir des grandes expositions itinérantes qui nécessitent un budget à chaque fois, mais qui du coup peuvent être accueillies par des grandes institutions partout en France. Et pourquoi pas dans le monde, il faudrait les traduire, mais bon, voilà. Enfin, je pense que pour pas que ce soit anecdotique, il faut justement se projeter dans la manière dont on va faire venir et dont on va faire circuler. Enfin, en tout cas, moi, comme je fais du marketing, c'est ça que je fais. Mais on ne fait pas juste du marketing pour pouvoir gagner des recettes, on fait du marketing pour qu'il y ait plus de personnes qui voient ce qu'on a à dire. Voilà. Mais après, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question. Je voudrais un peu nuancer ce qui a été dit, parce qu'on est quand même plusieurs spécialistes de l'histoire des femmes et du genre dans le département d'histoire. On donne des cours sur le sujet. Il y a une option en L3 qui s'appelle « Et si on imaginait un musée des féminismes ?» Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 52 inscrits dans ce cours, ce qui est quand même beaucoup. Certes, c'est une option, mais une option qui est, peut-être pas dire plébiscitée, mais enfin, elle a du succès, elle existe depuis 3 ans. Et donc là, on a des étudiants et étudiantes qui travaillent sur quelque chose qui est en train de se faire. Et ça, c'est génial. Et on a quand même dans une université cette liberté, cette souplesse pédagogique qui permet d'expérimenter ça. Un cours un petit peu différent, où vous travaillez par groupe de 5 sur des expos possibles dans un tel musée.
Donc, essayons, il y a tellement de sujets sinistres en ce moment, on ne va pas trop se préoccuper des gens qui nous accuseraient de ceci ou de cela. On fait, on avance, on prend du plaisir à découvrir des choses, à travailler, et c'est ça qui compte. Vraiment. Alors, Le fait que ce soit à l'université, ça donne un côté officiel, mais ça ne veut pas dire que c'est que pour les gens de l'université. Ah non, de toute façon, c'est tout bien. Et puis, c'est pas le musée féministe non plus, c'est un musée des féminismes. Donc, on transmet une manière de faire de l'histoire, des manières de faire de l'histoire, il n'y en a pas qu'une, sur un objet qui est légitime, comme d'autres objets sont légitimes. C'est pour ça qu'on se bat. Moi, je me battrais pour le musée de l'immigration s'il était menacé, ou pour bien d'autres musées. Simplement, on doit avoir une place dans le paysage des musées en France. Pour le moment, on ne l'a pas. Et j'ai l'impression que l'université et l'université d'Angers, c'est le bon endroit pour avancer, avec plein de partenaires. Est-ce qu'il y a d'autres exemples en France d'universités qui accueillent des musées? Oui, il y en a eu toute une vague sous la Troisième République avec des collections, notamment en médecine, en naturalisation, voilà. Il y en a un qui a été créé récemment, le musée du vivant. Oui, le musée du vivant sur le plateau de Saclay. Il y a la contemporaine. En sciences humaines, il y a nos camarades de la contemporaine nantaise. Donc ils travaillent beaucoup sur les luttes sociales, politiques, internationales, mais pas seulement. Là, en ce moment, il y a une exposition sur l'enfance en guerre qui est superbe. Voilà, il n'y en a pas énormément en sciences humaines, c'est vrai, donc d'où le côté aussi un peu expérimental pour le moment de notre projet. Mais on avance, ça ne se fera pas en un jour. C'est pour ça que les titres récents dans les médias en juin étaient un peu... c'était pas le musée repoussé, genre le musée repoussé au calendrier grec. On n'a jamais pensé qu'on allait le créer en 2 ou 3 ans, ce musée. Alors peut-être pour apporter un élément aussi complémentaire de réponse à votre interrogation, que je comprends bien, et là c'est plutôt l'ancien président qui vous répond, parce que moi je me suis toujours opposé effectivement à ce qu'il y ait des types de dispositifs pour faire bien, parce que c'est pas du tout dans ma philosophie. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'universités qui déploient chaque année pendant un mois le mois du genre? Non, pas beaucoup. C'est le cas à l'université depuis Christine 2017. Donc ça s'inscrit quand même un petit peu dans ma tête. On a développé depuis quasiment 2 ans maintenant le thème des femmes en sciences. Comment faire pour susciter les carrières scientifiques dans certaines sciences des femmes. Donc voilà, il y a une vice-présidence en charge de l'égalité. Donc on ne fait pas du ping quelque chose. Ça s'inscrit vraiment dans une certaine continuité politique, et en tout cas, alors on ne peut pas développer des cours sur le féminisme dans toutes les formations. On va dire que c'est un peu compliqué, parce que ça viendrait en but sur d'autres sujets, non pas en but politique. C'est juste le fait d'avoir de la place pour faire aussi d'autres cours. C'est juste le sujet. Mais justement, comme on ne peut pas faire ça, on prend d'autres biais, et plutôt, pas que culturels, là, pendant le mois du genre, il y a plein d'événements qui se passent, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'important, de fort, et qui est, je pense, inscrit aujourd'hui dans la programmation de l'université, enfin, encore pour 4 ans en tout cas, c'est sûr, mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'inscrit, et c'est pas, voilà, et le musée, finalement, c'est aussi une suite à tout ça. On porte aussi dans le nouveau mandat une politique qui s'appelle DDRS, donc Développement durable et responsabilité sociale, et on lutte chaque jour et chaque semaine pour faire comprendre que dans responsabilité sociale, il y a un certain nombre de valeurs justement de citoyenneté et reliées
à beaucoup de thématiques, donc égalité, qui peuvent entrer dedans, avec des cours qui seront obligatoires, même si pour l'instant c'est plus axé sur transition écologique. Mais il y a quand même dans ce cadre-là, moi j'espère, une possibilité à un moment donné d'avoir des enseignements sur ces thématiques sociales également. Donc on arrive au bout du timing qu'on doit respecter parce qu'il y a d'autres entrevues après. Dernière question. Oui. Bonjour. J'avais une petite question qui risque peut-être d'agacer un petit peu. On m'entend là? D'accord. J'avais une question qui risque peut-être d'agacer un petit peu, mais j'aurais voulu savoir si le musée du féminisme ou les musées du féminisme à venir ont aussi l'intention d'occulter le rôle des hommes dans la lutte pour l'égalité et l'émancipation des femmes. Parce que je pense qu'il y a aussi des hommes qui ont eu des rôles assez importants. Enfin, je pensais notamment au docteur professeur Monod, en 1972, au procès de Bobigny. Et actuellement, M. Mukwege, j'ai du mal à prendre son nom, qui a fait ses études à Angers d'ailleurs. Mukwege, M. Mukwege, oui. qui a fait ses études ici, qui est docteur honoris causa à l'Université d'Angers. Voilà. Et je me disais que ça me paraît extrêmement important de faire un musée du féminisme. Il est temps d'en faire un. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être cette inquiétude d'occulter complètement les hommes. Et je pense que aussi des hommes ont eu une place dans cette émancipation. Tout à fait, c'est très juste. Et il y avait un tiers d'hommes dans les mouvements féministes à la fin du XIXe siècle. Il y a une magnifique thèse d'Alban Jacquard sur les hommes dans les mouvements féministes. Donc, justement, c'est un combat qui est mixte avec des moments, des lieux non mixtes. Mais il y a les deux formes de féminisme, dans la mixité et dans la non-mixité. La mixité, la non-mixité, d'ailleurs, avec la troisième vague féministe, ça se complique parce que tout le monde ne s'identifie pas comme femme ou homme, donc qu'est-ce que ça veut dire de nos jours? Donc le terme féministe, il dit ça, c'est pas un musée des femmes, c'est pas un Women's Museum, justement. Dans la thèse de Julie Bock, elle porte sur les musées de femmes dans le monde. Et là, il y a une dimension assumée, souvent non mixte, musée de femmes, par les femmes, pour les femmes. Nous, on est dans un lieu mixte, une université. On n'est pas du tout en train de nier la mixité des mouvements féministes. Donc, on est aussi très consciente du fait qu'on doit s'adresser aux hommes. Ouais, ça, à tout point de vue, c'est très très important de le comprendre en ce moment. Parce que on a parlé de l'extrême droite tout à l'heure, voilà, c'est très genré quand même, hein, le vote pour les mouvements populistes et d'extrême droite. Alors le gender gap est en train de se restreindre, mais quand même. Donc il est urgent de se faire mieux comprendre de toutes et de tous, et y compris des femmes qui peuvent avoir des réticences aussi par rapport au féminisme, avec beaucoup de préjugés. Donc l'histoire des féminismes, elle permet de mieux comprendre l'histoire de ces préjugés antiféministes. Pour moi, l'histoire du féminisme, elle ne doit pas être séparée de l'histoire des antiféminismes. Antiféminisme des hommes et aussi antiféminisme des femmes. Oui, on est bien d'accord. On conclut peut-être cette session et la prochaine est à 18h à la bibliothèque. Salle de Joguès à la bibliothèque. Merci.